Ils sont accusés d'association de malfaiteurs, de coups et blessures, d'assassinat, de tentatives d'assassinat, d'attentats sur la sûreté de l'État, de complicité, de consommation de chanvre indien et même de racisme. Aujourd'hui, la Cour d'assises de Conakry a entamé l'audition des témoins. Le premier à comparaître au titre de témoignage, c'est l'adjudant-chef Fodé Abbas Souma, suivi du lieutenant Moussa Donzo de la garde présidentielle, du commandant Mouri Kourouma, aide de camp du professeur Alpha Condé et actuellement à la barre le commissaire Fabou Kamara. Ce flic, mesdames et messieurs, appartiendrait à la commission d'enquête mise en place dès les premières heures des investigations autour de ce dossier attentat au domicile du président de la République. Les accusés avaient reproché à cette commission de torture et même d'assassinat du lieutenant Koulibaly par le fait de la défenestration. La défense avait demandé et sollicité la comparution du commissaire Fabou au titre des témoignages. Et bien aujourd'hui, l'homme est à la barre. Il dit détenir des sons, mais aussi des images qui pouvaient confondre certains accusés dans ce dossier attentat au domicile du président de la République. Cependant, sa comparution a plongé la Cour dans l'émoi, la partie civile, pour faire asseoir justement sa conviction dans ce dossier, y compris par l'écoute des sons et images que devait proposer le commissaire Fabou. Pour la défense, il n'est pas question parce que ces sons et images seraient tirés dans un camp militaire au camp Samoï Touré et n'ont aucune valeur juridique, a-t-elle indiqué. Les débats fusent de partout, arguments et contre-arguments se confondent dans ce dossier attentat au domicile du président de la République. La Cour, particulièrement embarrassée, se pose bien la question de savoir qu'est-ce qu'il faut en faire. Les débats vont bon train. C'est le schéma de cette émission GID. Justice, information, droit est la vôtre. Elle est signée Abdoulaye Djibril Diallo. Vous êtes les bienvenus. Venez là-bas. Oui, commissaire Fabou Kamara. Voilà. Prenez le micro. Et si vous voulez vous asseoir, vous avez de la place. Si vous voulez vous tenir debout. Hein. Excusez-moi, Monsieur le Président. Oui. Oui. Et le procureur voudrait faire une observation. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole juste, je sais que tout le monde le sait dans la salle, pour dire que le commissaire Fabou est un témoin, comme tous les témoins qui sont déjà passés. Je le dis parce que, tout de suite, Monsieur le Président, quand nous sommes partis en pause, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai eu une autre version des faits. Mais j'étais dans le bureau quand on m'a dit qu'un des accusés était en train de l'insulter. Il vient dire ce qu'il a vu ou entendu. Ça peut ne pas plaire à certaines personnes dans la salle, mais le témoin, plus qu'un accusé, il doit avoir toute sa dignité. On doit s'adresser à lui avec toute la courtoisie due à son rang. J'ai entendu parler tout de suite de témoins assistés, je ne veux pas discuter ça, mais je sais que c'est une autre notion de droit qui n'a rien à voir avec les témoins qui sont là. Ils ne sont pas des témoins assistés, ils n'ont même pas besoin d'être assistés parce qu'ils viennent simplement témoigner de ce qu'ils ont vu ou entendu. Le témoin assisté, le témoin assisté, ce n'est pas un témoin qui vient comme ça, comme témoin simple, qui vient dire ce qu'il a vu, entendu. Le témoin assisté, c'est quelqu'un contre lequel il existe déjà certaines charges et qui peuvent amener le magistrat qui l'entend à l'inculper. Donc ce n'est pas le cas. Hein. Qu'on fasse attention aux notions. Moi je dis que c'est un simple témoin. Il ne peut en aucun cas changer de statut ici. Sauf sous l'appréciation du tribunal à constater qu'il a fait un faux témoignage. Voilà ce que je voudrais dire. Je voudrais inviter, franchement, hein,
tous les avocats de la défense, pour ceux qui le veulent, à le traiter avec courtoisie et déférence. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous avez contre lui, mais vous pouvez le dire sans qu'il y ait des problèmes entre vous. Il est là, il va répondre à toutes vos questions. Monsieur le Président, voilà ce que je voudrais dire. Je vous remercie. Maître Traoré. Maître Traoré, dans cette salle, on demande la parole. Et voilà, et c'est pas n'importe. Vous avez été bâtonnier de ce pays, non? Vous avez été candidat, hein? Voilà. D'accord. Voilà. Je souhaite que vous soyez un jour bâtonnier. Voilà. Permettez. Ça va. Monsieur le Président. Non, ça Monsieur va. le Président. Ça va. S'il vous plaît. Nous n'avons rien contre le commissaire Fabou. Voilà, que ce soit très clair. Maître Traoré, Voilà. vous insistez, vous n'avez pas la parole. Il faut qu'on organise bien les débats. Commissaire, Monsieur vous le êtes Président. Fabou Kamara, hein? Oui, je me nomme Fabou Kamara. Vous êtes Aboubacar Fabou Kamara. Bakar Fabou Kamara. Vous êtes né en quelle année? Je suis né le 18 septembre 1967 à Conakry. Vous êtes fils de Je suis fils de Kaba Kamara et de... et de Sarang Kamara. Ils sont en vie. Ils vivent par la grâce de Dieu. Vous êtes commissaire de police, Je suis du grade commissaire principal de police. commissaire principal de police. Votre domicile? Je réside au quartier Ratoma Dispensaire. Thomas dispensaire. Vous êtes officier de police judiciaire. Et par mon grade, oui, mais par affectation, j'ai quitté la police judiciaire en 2009. Vous avez déjà un serment d'officier de police judiciaire? Et pas devant le tribunal, mais par ma fonction, oui. Pour la précision, en fait, il y a l'habilitation. Oui, c'est ce que je veux dire, votre habilitation. Mais au moment où j'étais affecté à la direction centrale de la police judiciaire, la procédure d'habilitation n'était pas encore mise en œuvre. Mais nous étions déjà sur la liste des personnes proposées. Voilà. Vous avez eu à instruire ce dossier, vous avez instruit ce dossier en tant qu'officier de police judiciaire à l'enquête préliminaire, hein? Bon, là-dessus, Monsieur le Président, si vous permettez, Oui. je voulais apporter une certaine précision. Oui. Merci. Monsieur le Président, honorable membre de cette Cour, Monsieur les partis, à savoir civil et la partie de la défense, je remercie l'ensemble. Je remercie Monsieur le Président aussi de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ici devant votre auguste cour sur cette affaire. Il y a d'abord une formalité préalable, nous voulons aller là. Oui, Monsieur le Président, je vous écoute. Oui. Donc, Monsieur le procureur, je suis avec ma collègue, on se consulte, je ne suis pas distrait, non, on se consulte, non, j'ai des moments de consultation avec ma collègue, ce n'est pas des moments de distraction, voilà. Mais Béa, vous n'êtes pas le président. Oui, Monsieur le Président. voilà, le témoin qui est là doit tout à l'heure prêter serment. Est-ce que vous avez des observations particulières à propos? La partie civile? Oui, Monsieur le Président, nous estimons que M. Fabou Kamara
n'est pas intervenu dans ce dossier en tant qu'officier de police judiciaire. Tout à l'heure, il va décliner, Monsieur le Président, ses fonctions. Vous comprendrez que s'il est intervenu dans cette affaire, c'est en d'autres qualités, mais pas en tant qu'officier de police judiciaire. Parce que, à ce que je cherche, M. Fabou Kamara est directeur des services spéciaux. Il ne peut pas poser des actes de police judiciaire. Je vous remercie. Merci. Et la défense? Voilà, donc avant de faire votre témoignage, vous allez lever la main droite et jurer sans haine de dire la vérité, rien que la vérité, et dites je le jure. Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Merci, commissaire. La Cour vous donne acte de cette prestation de serment. Voilà, expliquez-nous ce que vous savez dans cette affaire. Bien, Monsieur le Président, comme je vous disais, je voulais apporter cette précision qui est déjà entamée par Maître Mori. J'ai bénéficié de la promotion en qualité de directeur national des services spéciaux à la présidence de la République. Et j'exerce ma fonction au sein du département qui est le secrétariat général des services spéciaux en charge de la lutte contre le crime organisé et contre le trafic de drogue en République de Guinée. C'est en cette qualité que je suis chargé de veiller à la gestion des informations relatives à la sûreté de l'État et informations qui doivent être lues par Monsieur le Président de la République. Il arrive aussi, sans rentrer dans les détails, que nous soyons saisis directement par des sources d'informations ouvertes ou de nature humaine. Donc, quand vous m'avez posé la question de savoir dans quel cadre je suis rentré dans cette affaire, je voulais décliner d'abord ma fonction, les responsabilités qui sont miennes, mais comment je suis arrivé à connaître cette affaire. Voilà, c'est bien. Maintenant, le fond. Bien, sans tarder, nous allons parler de l'affaire. Mais je voulais demander, Monsieur le Président, si vous le permettez. Oui, on vous écoute. Tout à l'heure, j'ai entendu Monsieur le procureur parler du statut de témoin. Je pense que vous avez donné acte, ou je pense comprendre ainsi. J'ai été invité par Monsieur le procureur général à venir témoigner devant cette cour. Mais comme vous le savez bien mieux que moi, il y a des catégories de témoins. Je ne suis pas professionnel de l'exercice du droit, mais j'ai ma petite culture de droit. Donc si ce point est harmonisé, je voulais maintenant commencer ma déclaration, Monsieur le Président, à propos du statut de témoin dont je fais objet ici. S'il vous plaît. Merci. La Cour ne vous a pas compris. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais simplement dire, on m'a parlé de statut de témoin assisté, de témoin de partie civile, je ne sais pas de quoi il s'agit précisément. Nous voulons savoir de vous, dans cette affaire, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, et si vous avez eu à poser des actes, oui. Voilà, de nous les déclarer. Merci, Monsieur le Président. Ouais. Monsieur le Président, il s'agit de l'attaque du domicile du Président de la République dans la nuit du 18 au 19 juillet. Ce que je sais de cette affaire est le suivant. Courant mois de mai, j'ai reçu l'information faisant état
Mais de quelle année? Mois de mai. De quelle année? Mois de mai 2011, si j'ai bonne mémoire. L'année à laquelle il y a eu l'attaque. 2011, oui. Quand l'information m'a été rapportée, comme quoi il y a un groupe de personnes, militaires et civils, qui se retrouvent en un lieu déterminé, avec pour objectif débattre d'une action contre la souveraineté, contre l'autorité de l'État. C'est ça mon travail. J'ai essayé de vérifier cette information. Par conséquent, les personnes qui étaient indiquées dans l'information, nous avons cherché à les identifier. C'est-à-dire savoir nom et qualité. Après cette étape, on a essayé de les identifier physiquement. C'est au cours de ces opérations de vérification de l'information qu'une autre source d'information nous a été rapportée cette fois-ci de la présidence de la République. Donc un informateur aussi nous avait été envoyé. Et quand je l'ai reçu, sous la recommandation de mon chef de service, je l'ai écouté, il s'est trouvé que ces deux informations-là se recoupaient. Je ne connaissais pas l'intéressé, a priori. Donc, Monsieur le Président, à partir de là, nous avons renforcé notre dispositif de surveillance sur les personnes qui ont été désignées dans cette information. Ici, Monsieur le Président, avant que je n'avance, je voulais rassurer tout le monde sur ce que je vais dire ici. Ce n'est contre personne. Durant tout le temps de l'exercice de cette fonction de policier, je me suis gardé de porter atteinte à la personne humaine, que ce soit sa dignité ou que ce soit sa personne physique. Je ne le ferai pour rien au monde. C'est un engagement personnel. Et par rapport à ce que je dis ici aujourd'hui, 10 ans après aujourd'hui, je suis capable de redire la même chose quand je n'en doute point. Mais ce n'est porté contre personne. Je n'accuserai personne. Je ne mentirai pour personne. Monsieur le Président, je ne crains que mon Créateur. Je ne crains que Allah. Je parle au nom de Allah. Il est mon seul témoin. Ce que je vais dire ici portera atteinte certainement à des personnes. Mais ça aussi, c'est mon travail. Lutter contre ce qui est mal. Je me suis engagé pour ça. Je suis policier. Je suis fier de l'être. Et je pense accomplir mon travail dans le cadre strict de la loi et de la déontologie de ma profession. Monsieur le Président, il s'agit d'un groupe de militaires et de civils que nous avons observé sur une période de plus de 1 mois, entre fin mai et début juillet 2011 à Conakry. Cela a commencé au domicile de Madame Fatou Badjar, ici dans le quartier Almamia, ici à Kaloum. Quand il nous a été désigné comme étant le lieu où ces personnes-là se retrouvent, nous avons mis en place un dispositif de surveillance à l'objet de savoir quels sont ceux qui viennent à ce lieu, est-ce que leur description et leur identité correspondent aux personnes citées dans nos informations et quel est l'objet de leur visite en ces lieux. C'était l'objectif fixé
à ceux qui étaient là pour l'observation. Sur une période relativement longue, de plus de 2 semaines, nous avons constaté effectivement, en plus des personnes régulièrement domiciliées ou qui fréquentaient là-bas, nous avons constaté l'arrivée d'un certain nombre de militaires et de civils qui, dans leur grand nombre, correspondaient effectivement aux noms qui apparaissaient dans l'information, Monsieur le Président. J'ai les documents par rapport à ça ici. À tue-tête, je ne peux me référer avec précision. Par contre, nous avons d'abord commencé par identifier la personne qui est censée être domiciliée en ces lieux, notamment Madame Fatou Badiar. Nous la connaissons simplement sous le nom de Madame Fatou Badiar. C'est ainsi que nous avons réussi à l'identifier à 2 reprises quand elle est sortie de cette cour. 1 à bord de son véhicule et 2 en raccompagnant certaines de ces personnes. Et quand nous avons réussi à l'identifier physiquement, nous avons chargé un élément pour sa surveillance et qui était permanemment là pour sa surveillance et voir ses différents contacts. Sans rentrer dans tous les détails de l'opération de surveillance, Monsieur le Président, on a constaté une régularité de visite et dans la plupart des cas nocturnes, au-delà de 20 heures. Je pèse bien mes mots. Les personnes qui ont été vues dans un premier temps, il y a le nommé lieutenant Amadou. Le lieutenant Amadou, on ne le connaissait pas. Personnellement, je ne le connaissais pas. Non plus mes hommes ne le connaissaient pas. Mais quand la personne qui nous informait et qui était bien introduit dans ce milieu nous a désigné comme étant le lieutenant Amadou et nous a précisé que c'est un des frères de Madame Badiar et que régulièrement il est fréquent en ces lieux. Entre autres, nous avons remarqué la présence régulière aussi du lieutenant Komara, communément appelé Rambo. C'est son nom Rambo que nous connaissions dans l'information. Le terme Komara Mohamed est venu quand il a été présenté à nous physiquement. En plus, à l'approche, comme je vous ai dit, de la fin de notre première phase des opérations, on a remarqué la présence d'un certain lieutenant Bobo. Le lieutenant Bobo, c'est le nom que nous connaissons jusqu'à présent dans nos opérations d'information. Sur la même période, Monsieur le Président, nous avons constaté qu'un groupe de jeunes civils, certainement, aussi fréquentait là, en plus d'une personne particulière. Pourquoi je dis particulière? Parce qu'il s'agit d'une personne politique. Mais notre opération n'était pas politique. Mais vu son statut, la personne apparaît tout de suite particulière et nous en tenons compte dans nos opérations. Et les informations étant persistantes, j'ai dit à mon élément qui est là, dès que vous l'observerez, vous m'appelez et je viendrai sur place pour constater de par moi-même ce que j'ai fait. Les dates, les heures sont là mentionnées. Les moyens utilisés aussi ont été identifiés. Alors, quand nous avons essayé de traiter toutes ces informations, les mettre en leur qualité de lecture pour l'autorité, nous avons fait des suggestions. C'est ça notre travail aussi. Il ne s'agit pas de rapporter une information à la haute autorité. En tout cas, à partir de mon niveau de responsabilité, il s'agit d'analyser l'information,
traiter l'information et faire des propositions de prise de décision. Ce n'est pas nous qui prenons des décisions, nous faisons des suggestions. C'est ainsi que nous avons demandé, comme quoi nous devons approfondir les opérations à ce niveau. La deuxième phase des opérations a commencé à partir de là. De quoi il s'agissait? Il s'agissait de savoir concrètement pourquoi ces visites, quel est l'objet de ces réunions nocturnes et quel est le but visé. Monsieur le Président, je le dis ici parce que je suis tenu de le dire, je ne rentrerai pas dans certains détails. Vous m'excuserez, la Cour m'excusera pour ça. En ce qui concerne les noms de mes agents. Monsieur le Président, aujourd'hui je suis là. Je n'ai aucun gêne. Les gens me disaient, Fabou, mais tu vas là-bas, tu es grillé. Tant que je resterai policier, tant que je serai fonctionnaire de l'État, je ne serai jamais grillé dans ma fonction de policier. Monsieur le Président, ce n'est pas moi qui infiltre les milieux. Ce sont mes agents qui infiltrent les milieux. Je suis chargé de coordonner et d'analyser la véracité des informations qui me sont rapportées. J'ai parlé de cas particulier d'une personnalité. Quand c'est arrivé là, c'est moi-même qui suis venu dans le dispositif de surveillance. C'était au mois de juin, précisément le 13 et le 18. Dès que j'ai été informé, j'étais de permanence au bureau. Mon bureau est à 2 minutes de voiture des lieux qui vous a été dit. À 2 minutes de voiture, la nuit. Je suis arrivé, le véhicule dans lequel le monsieur est censé être venu en ces lieux m'a été montré. J'ai identifié le véhicule. Je me suis mis dans le dispositif de surveillance. Pour ceux qui connaissent la résidence dont j'ai parlé, je me suis mis juste en face de la rentrée. Il y a un vendeur de Coca-Cola qui est juste en face, de l'autre côté de la route. Nous sommes instruits des techniques pour cela. Donc je suis resté là tout le temps que je suis resté sans attirer le soupçon des personnes sur moi. Monsieur le Président, de mon temps d'arrivée jusqu'à la sortie de M. Baouri, en compagnie d'une autre personne qui n'est pas connue de moi, ça s'est écoulé de plus d'1 heure de temps. Ça, je suis catégorique là-dessus. Et quand je l'ai identifié comme tel, alors ma recommandation était, cette fois-ci, nous avons des militaires, nous avons des jeunes civils, nous avons une dame. Cette dame est bien connue de nos services aussi, qu'en soit dit ici. Madame Badiar n'est pas inconnue des services de renseignement. Madame Badiar, j'ai tout le respect pour elle. Juste pour la mémoire de son défunt mari, qui personnellement je n'ai pas connu, mais dont j'ai vécu dans son milieu. Donc Madame Badiar est épouse de policier, j'ai tout le respect pour elle. Personnellement, à part maintenant, je ne l'ai pas rencontrée. Je l'ai vue, mais je ne l'ai pas rencontrée elle. Pourquoi je dis qu'elle n'est pas inconnue des services? Pendant que nous étions dans la commission de lutte anti-drogue, elle était fréquente dans notre milieu, au camp Alpha précisément. Parce qu'elle fournissait des denrées alimentaires à un département voisin. Donc, nous nous intéressons à toutes les personnes qui fréquentent le milieu de la haute autorité. Ça fait partie de notre travail. Ne serait-ce que pour savoir la moralité des fréquentations. Donc, Monsieur le Président, quand nous avons pris la deuxième phase de nos opérations, il était question d'infiltrer le groupe, d'infiltrer ce milieu. Ce milieu, dans notre jargon, c'est un milieu fermé, c'est un domicile. Nous avons pu, par la grâce de Allah, à infiltrer et à introduire une personne qui est devenue très familière au domicile.
et qui était directement en rapport avec notre élément qui était chargé de l'observation. C'est là où nous avons compris des mouvements, je ne dirais pas suspects, nous on n'utilise pas le terme, mais nous avons observé des mouvements de personnes. Et au cours de ces mouvements, il y a eu l'arrivée un jour d'un certain nombre de véhicules, notamment deux véhicules pick-up avec des immatriculations étrangères. Non, je m'excuse, il y a un qui portait des plaques d'immatriculation étrangère et il y a un autre qui n'avait pas de plaque. Donc des véhicules considérés soit sortis du parc ou bien sortis du port. Nous avons essayé d'identifier ces véhicules. Les véhicules sont arrivés, ils ont été garés dans la cour de Madame Badjar. Et comme il était question d'une action, nous avons dit certainement, par déduction, que ce sont les moyens nécessaires à l'accomplissement de l'opération dont il est question. Donc il fallait fermement identifier ces véhicules et essayer au mieux de suivre leur mouvement. Ce que nous avons mis en place comme dispositif. En plus de ça, Monsieur le Président, au cours de cette infiltration, nous avons vu que la fréquence des visites était maintenant régulière et très rapprochée. Les réunions se tenaient au salon. Et ça, nous n'avions pas accès au salon. Je le dis avec beaucoup de précision. Mais à chaque fois qu'il y avait réunion, on essaie de voir les personnes qui venaient assister à cette réunion. Nous ne pouvons pas accéder à la communication à l'intérieur du salon. Nous avons passé à la prise de vue des personnes qui visitaient là. On a donné le dispositif à notre élément infiltré pour qu'il filme effectivement l'arrivée des personnes en ces lieux. Ce qui a été fait. Et nous avons rapporté toutes ces informations à la haute autorité. C'est au cours de ça que d'autres services de renseignement ont été mis en action pour voir quelles sont les informations qu'ils ont à leur niveau. Et c'est ainsi, je ne dirai pas le nom des services en question, mais un officier de renseignement nous a porté à la connaissance comme quoi un de ses agents lui a fait la confidence, comme quoi il a un groupe d'amis qui sont en train de se mettre en rapport avec un groupe de personnes pour une action contre le président de la République. Nous avons demandé et obtenu le contact de cet agent. À ce niveau, Monsieur le Président, il est apparu que parallèlement à l'action qui est menée par mon groupe, des éléments de service de renseignement du service dont je viens de dire étaient en rapport avec la même dame qui est Madame Fatou Badjar. Donc eux, tout de suite, sans désemparer, on a cherché à les identifier et à savoir de quoi il s'agit. Monsieur le Président, c'est ce qui a précipité, en fait, toutes les actions qui ont suivi après. Quand ceux-ci ont été identifiés, et nous avons demandé de quoi il s'agit, qu'ils ont loué un certain nombre de véhicules pour le compte de Madame Badjar. Qu'ils ont loué un certain nombre de véhicules pour le compte de Madame Badjar. On a cherché à savoir où et avec qui ils ont loué ces véhicules. C'est là où un élément du même service du nom de lieutenant Mori a été désigné. Dès que cela a été fait, Monsieur le Président de la République, et vu que les opérations relevaient toujours des situations comme ça, j'ai proposé à ma hiérarchie qu'il est nécessaire de mettre l'information à la disposition de la haute autorité avec suggestion comme quoi d'intéresser tous les autres services de renseignement, tous les services de renseignement. Cela pour l'objectif tout simple
afin qu'on recoupe toutes les informations disponibles et voir de quoi il s'agit afin de prendre des dispositions. Monsieur le Président, je suis très jeune dans ma carrière de policier, mais dès le début, j'ai eu la chance de fréquenter de très grands policiers de cette République, de très grands policiers et de très bonne moralité. C'est l'occasion de le dire. Aujourd'hui, vous me suivez, Monsieur le Président, mais c'est toute la Guinée et tout le monde entier qui me suit. Je ne suis intéressé que par ce que j'ai fait, ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Mais aussi, Monsieur le Président, j'ai l'occasion de dire certaines choses ici. Je tiens ma qualité, mauvaise ou bonne, de ces hommes qui, même à leur absence, j'ai la fierté de les citer, si vous me le permettez, Monsieur le Président. Ils m'ont dit ceci: Fadou, un policier, tu n'es pas venu ici pour chercher de l'argent. J'ai dit non. Tu n'es pas venu ici pour devenir ministre. J'ai dit non. Tu es venu ici pourquoi? Le premier jour que je suis venu devant mon directeur central de la police judiciaire, il dit: je suis venu simplement parce que je veux lutter contre le mal. Il dit: tu es la bienvenue. Il s'agit de feu contrôleur général Ibrahima Dieng. Il était mon directeur, mon premier directeur central. Et la même semaine, il a été promu directeur général de la police nationale. C'est un de mes premiers formateurs. En plus de lui, tous les autres peuvent suivre. Je peux les citer ici un à un. Vous ne douterez point de leur moralité. Je m'exerce au mieux pour leur ressembler, certainement pas pour les égaler. Ceci dit, j'ai demandé à ce que tous les services de renseignement soient contactés avec les éléments d'information que j'ai. Je ne peux pas gérer ça tout seul. L'information, quand elle est partagée, elle devient plus forte parce que chacun a des bribes d'informations. Avec la bonne volonté, si toutes ces informations-là sont racolées, ça devient un très bon renseignement. Et quand ce renseignement est bien traité, une bonne décision peut être prise. Quand j'ai proposé, l'autorité a accédé à ma suggestion. Comme c'était des militaires qui étaient concernés, pour un premier temps, nous ne sommes intéressés qu'aux militaires. Avec les civils, ce n'est pas très difficile. Il suffit de les surveiller et de savoir ce qu'ils font, avec qui ils font et où ils le font. Le reste, ce n'est pas très compliqué. Mais le milieu militaire n'est pas ouvert. Et il ne peut être traité que par les services de renseignement militaires. Je le dis ici haut et fort, pour la simple raison qu'ils ont des statuts particuliers. Je n'ai rien contre un militaire. Plutôt, je suis fier des militaires. Je suis fils de militaire. Je suis né dans un camp militaire. J'ai grandi dans un camp militaire. Je connais qui est militaire. Rien n'est contre les militaires. Par contre, tout est fait pour qu'eux soient des hommes honorables dans l'exercice de mes fonctions. Je disais donc, quand l'autorité a accepté que tous les services de renseignement soient mis en action, nous avons été recommandés auprès du chef d'état-major général des forces armées, en la personne du feu général Kelefa Diallo, sur recommandation de la très haute autorité. J'ai été conduit en ces lieux par mon chef de département. Et quand nous sommes arrivés, nous avons mis tous les éléments d'information à notre disposition et rapporté la suggestion qui consiste à réunir tous les chefs de service de renseignement pour une réunion, afin de prendre les dispositions qui s'imposent. Cette réunion s'est tenue dans le bureau du chef d'état-major général des forces armées. Il y a une note technique qui fait foi. Au cours de cette réunion, après exposer des éléments d'information, il a été décidé de mettre en place une commission mixte composée
des différents chefs de services de renseignement ou de leur envoyé avec un assistant. Et quand cette décision a été prise, automatiquement nous nous sommes attelés au travail. Le même jour, si vous n'avez bien suivi, j'ai parlé du lieutenant Mori. Nous avons commencé le travail par ce dernier. On l'a fait venir, nous l'avons demandé, vous êtes de quel service? Je suis du service filature et renseignement. Je ne connais pas très bien la dénomination. Et à partir de là, on le prenait en sa qualité d'officier de renseignement. Monsieur Mori, lieutenant Mori, vous avez loué des véhicules à des personnes? Oui, j'ai loué des véhicules à des personnes. Qui sont-elles? C'est telle personne, à la personne de Agibou. Agibou, c'est qui? Je suis du même service que Agibou. Mais comme cela se faisait, le directeur du lieutenant Mori était là, on a mis son directeur en demeure de nous faire venir séance tenante, le nommer Agibou. Donc les dispositions ont été prises dans ce sens. Il a été excusé, il a allé pour cette fin, il a réussi à l'intercepter et à le conduire devant notre commission. Et quand Agibou est arrivé, nous avions en face de nous un de nos agents supposé du service de renseignement. Donc nous nous sommes comportés conséquemment avec lui. Monsieur le Président de la République, je disais que je suis très jeune dans ce travail, mais j'ai participé... Pardon, j'arrive, s'il vous plaît. Président de la Cour. Monsieur le Président. Oui. Vous m'attribuez, le Président de la République, je le veux bien, mais pour l'instant, je suis... Ce n'est pas mauvais en soi, Monsieur le Président. Ce n'est pas mauvais en soi. Ouais. Il est donné à tous les Guinéens capables de l'assumer, de postuler pour le poste de président de la République. Il n'y a pas de honte à cela. C'est ce que je dis. Bien. Je le veux bien, mais pour l'instant, je suis président des assises. Merci. C'est un lapsus. Et je vous présente mes excuses. Par conséquent, je disais que nous sommes comportés conséquemment avec lui. Dans le milieu du renseignement, si telle est ta qualité, il n'y a que des hommes d'honneur qui travaillent dans le renseignement. Tout officier de renseignement a fière allure si il répond à la qualité requise. Monsieur le Président, ça c'est une réalité. Nous avons dit, écoutez, tu es cité dans une affaire. Cette affaire, il s'agit d'une action de subversion. Nous ne savons pas de quoi il s'agit réellement, mais une action de subversion est en préparation et tu es cité dedans. Qu'est-ce que tu en sais? Nous ne sommes pas allés par quatre chemins. Si c'est un homme d'honneur, sachant que nous sommes des officiers de renseignement, il a devant lui tous les services, gendarmerie, armée de terre, l'état-major général, la défense nationale et la sécurité. Tout le monde était représenté là. Si c'est un homme d'honneur, il sait que nous ne pouvons pas lui poser cette question sans qu'on ait vérifié l'ensemble des éléments contenus dans l'information. Pour un premier temps, Monsieur le Président, il a voulu nier. Il a voulu nier. Il a dit non, je ne connais pas cette dame. Vous ne le connaissez pas? Oui, d'accord. Sans passer d'abord par le côté véhicule. Mais on lui a posé la question, est-ce que vous avez loué des véhicules? Il a commencé à hésiter. On a fait venir le lieutenant Mori. Oui, Agibou, tu m'as loué des véhicules. Oui, je l'ai loué des véhicules. Où sont ces véhicules? Je l'ai loué pour Madame Diallo. C'est le terme Madame Diallo que Agibou nous a dit nous. Qui est ce Madame Diallo? Elle réside où? Elle réside à Almamia. Nous nous sommes regardés pour dire oui, effectivement, il s'agit de Madame Fatou Badiar. Les véhicules sont où? Parce que nous courions maintenant derrière le temps. Nous n'avons pas cherché à aller par quatre chemins. On l'a mis en demeure de nous faire voir ces véhicules maintenant, séance tenante. Il a dit que lui ne sait pas. Les véhicules étaient avec lui à un moment donné et après il les a remis à Madame Diallo. Non, tu ne peux pas nous dire ça. Qui les a remis à Madame Diallo? C'est mon ami Alpha. Ton ami Alpha, il est où?
Attendez, je vais l'appeler. Prends ton téléphone, appelle-le. Et tu mets le téléphone sur haut-parleur. Devant la commission, Alpha a été appelé, il a répondu, il a dit où il est, il a été invité de montrer, de venir d'abord et de montrer où sont les véhicules. Entre-temps, on voulait se rassurer du rapport Agibou, véhicule loué et Madame Diallo Fatou Badiar. Donc, on a demandé à Agibou d'appeler, parce que, entre-temps, je m'excuse, Alpha a dit au téléphone que les véhicules, c'est Madame Diallo qui sait où sont les véhicules. Nous avons dit, bon d'accord, Agibou, tu appelles immédiatement Madame Diallo pour savoir où sont les véhicules. Ah, elle va soupçonner, elle va... Non. Fais comprendre que le propriétaire du véhicule réclame son véhicule. Non, le contrat n'est pas fini. Nous savons que le contrat n'est pas fini, mais tu lui diras simplement que le propriétaire est avec toi, il a vu son véhicule endommagé par accident quelque part et qu'il veut voir maintenant son véhicule. Quand on a mis ce dispositif, il a appelé, on a dit ça à la dame, le téléphone était sur haut-parleur, monsieur le président. La dame a dit ceci, les véhicules ne sont pas accidentés, les véhicules sont avec le lieutenant Koulibaly. Et quand elle a insisté, moi j'ai demandé à ce que nous communiquions directement avec elle. On a maquillé une personne qui s'est fait passer pour le propriétaire du véhicule. Et sur ça, madame a dit que le véhicule non seulement est avec le lieutenant Koulibaly, mais elle nous a communiqué le numéro du lieutenant Koulibaly, que nous avons noté. Donc on a réussi à établir effectivement que les véhicules loués, c'était sur le compte de madame, et que les véhicules, à l'instant dont nous parlions, sont effectivement sur le compte de madame Diallo. Nous sommes passés à la troisième étape. Situer le véhicule. Et nous avons appelé le lieutenant Koulibaly, qui nous a dit oui, je suis à l'intérieur du pays, si mes mémoires tiennent encore, c'était à Mamou. Mais j'arrive à Conakry très bientôt. Je suis sur ma moto, j'arrive à Conakry. Avant son arrivée, on a décidé de situer les véhicules. Et par le concours de Alpha, avec les membres de la commission désignée, les véhicules ont été identifiés dans le secteur de Koza, dans une cour non habitée et non fréquentée. Quand les véhicules ont été physiquement identifiés en ces lieux, on a demandé d'enlever tout le monde pour ne pas attirer l'attention des gens. On a mis un dispositif allégé de surveillance. C'est quand le lieutenant Koulibaly est arrivé sur sa moto, son domicile n'est pas très loin de cette cour, il n'est pas allé à son domicile. Monsieur le Président, il est venu directement dans cette cour et venir au véhicule. Quand il a sorti une clé et mis sur un des véhicules, nos éléments qui étaient là sont venus vers lui parce que nous étions déjà avertis que c'est un commando. Donc nous avons laissé des hommes qui étaient capables aussi, au cas échéant, de pouvoir l'intercepter. Ils se sont présentés à lui, ils l'ont identifié comme le lieutenant Koulibaly et ils l'ont invité à venir avec eux au siège de notre commission. Ce qui a été fait. Au moment où le lieutenant Koulibaly arrivait, on avait déjà un certain nombre d'informations. Parce que nous n'avons pas attendu. Monsieur le Président, dès lors que les faits sont vérifiés, nous sommes chargés de renseignement, nous ne sommes pas chargés de faire des procès verbaux judiciaires, mais nous faisons des recueils d'informations pour en faire des renseignements et mis à la disposition de l'autorité pour une prise de décision. Donc on a automatiquement commencé à écouter Agibou et Alpha qui étaient déjà à notre niveau. Automatiquement. Les détails sont consignés ici dans des rapports. Et nous avons noté aussi, eux-mêmes ont noté leur propre déclaration. Je ne pourrais pas, si besoin n'est, je le ferai plus tard, rentrer dans tous ces détails ici.
peut-être à la phase des questionnaires, Monsieur le Président, on aura à donner des précisions. Monsieur le Président, tous ceux qui ont assisté aux différentes déclarations de Aguibou et de Alpha ont compris tout de suite l'urgence des dispositions à prendre. Parce que les faits ne faisaient plus objet d'aucun doute, en tout cas dans leurs préparatifs. Et quand nous avons réussi à interpeller le lieutenant Koulibaly, pour nous qui n'était qu'un nom et une qualité militaire, nous l'avons vu physiquement, on l'a fait venir. Les éléments d'information qui, à la première phase, j'avais réussi à réunir, parmi eux, il y avait des prises de son. Donc, on a posé la question à M. Koulibaly, connaissez-vous ces personnes-là? Non, je ne les connais pas. Êtes-vous allé en ces lieux? Non, je ne suis jamais allé en ces lieux. Comme excuse, c'est une technique toute simple, Monsieur le Président, vous l'exercez certainement, je n'en doute point. Quand vous voulez confondre un malfaiteur, vous lui laissez installer l'atmosphère dans laquelle il veut que le travail soit fait. S'il vient gonfler, vous le laissez gonfler. S'il vient très gentil, vous le laissez gentil. Vous passez pour quelqu'un qui ignore tout de ce que vous lui demandez. C'est ce que nous avons fait avec lui. Et quand il a fini de tout nier, nous avions des éléments qui nous permettaient de le confondre. Et une fois que tu as confondu un malfaiteur, monsieur, vous êtes professionnel, il est en position de faiblesse. Et si vous parvenez à bien le faire, il a tendance à se racheter. Pour ça, il est beaucoup plus facile qu'il se livre et qu'il dise tout ce qu'il sait. Koulibaly, face à nous, face à des officiers, le moins gradé était un capitaine de l'armée. Et la plupart étaient certainement connus de lui. Nous l'avons fait comprendre, les autres ont parlé, voilà leur déclaration. Les véhicules qu'on cherchait depuis un mois, les voilà, ils sont avec toi. Vous dites que vous ne connaissez pas ces personnes. Alors comment madame a pu vous donner un véhicule alors que vous ne vous connaissez pas? Moi, c'est son petit frère que je connais, mais son petit frère, j'ai été mis en rapport avec son petit frère Amadou par mon ami Bobo. Voilà les premiers éléments de déclaration de Koulibaly. Ah, donc tu te connais avec Amadou. Tu as été mis en rapport avec Amadou par l'intermédiaire de lieutenant Bobo. Qui est le lieutenant Bobo? Parce que son nom apparaît dans notre information. C'est un ami, il travaille dans tel service militaire, ainsi de suite. Qui est Amadou? C'est un militaire, il travaille dans tel service. Ok. Alors, nous, on vous informe tout de suite que ces véhicules-là devraient servir à commettre des actions, selon l'information que nous avons. Monsieur le Président, il était vraiment choqué à savoir que nous sommes au courant de ça. Tout de suite, il a baissé la tête. Et connaissant l'état psychologique de la personne qui est en face de nous, nous avons dit que c'est le bon moment d'attaquer. On a dit, bon, tu nous dis tout, on voit dans quelle mesure on te donnera le statut de la personne qui a coopéré avec nous pour démanteler le réseau. Par conséquent, toi, on pourra te soustraire des poursuites. Mais à condition que tu communiques avec nous. Cela va avec des arguments, mais pas la violence. Monsieur le Président, le lieutenant Koulibaly a voulu tout nier. Tout ce qui nous reste à faire, c'est un appareil qui permet d'enregistrer le son. Et les journalistes connaissent ça mieux que moi. Quand il est de bonne qualité, quel que soit le milieu, en plus des bruits de l'environnement, il peut enregistrer. Au cours d'une des visites du lieutenant Koulibaly au domicile de Madame Badja, quand il est sorti de là, on l'a pris en filature. Il est allé à un lieu, une buvette. Quand il est arrivé à ce lieu, nous sommes venus pour l'approcher. Il a été rejoint par une fille.
Aujourd'hui, je m'incline pieusement devant son âme, parce que lui, physiquement, il n'est pas là. Si je lui porte un seul mensonge ici, Monsieur le Président, ce n'est pas vous qui allez juger de ça. Ça sera jugé le jour où je serai en face de lui ou en face de mon Créateur. Je n'ai pas d'intérêt. Mais plutôt, j'avais besoin de lui vivant que mort. Donc, on a mis un dispositif auprès de lui pendant qu'il était avec cette fille. Il a tout dit, d'essentiel en tout cas sur cette affaire, que nous voulions savoir au cours de notre filature. À savoir les raisons de sa visite en ces lieux, son rapport avec les personnes qui visitent là-bas, l'objet de leur réunion. Quand il a voulu tout nier, on a mis le son là, on a permis d'écouter. Devant tous les autres, nous n'étions que 3 policiers dans un groupe de plus de 12 personnes, tous de hauts gradés. Et, Monsieur le Président, d'autres militaires viendront le dire ici. Je ne suis pas militaire, mais je suis un sakarabadé. Je connais le militaire dans l'âme. Je connais le militaire. Quand il est face à l'honneur, il ne tremble plus. Il assume sa qualité d'homme d'honneur. Quand il a fini d'écouter ça, il a dit, attendez, je vais tout vous dire. Excusez-moi, Monsieur le Président. Il s'est engagé à tout dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais est-ce que tu sais déjà que nous sommes au courant de tout par ce que tu viens d'écouter? Il dit oui. Alors pourquoi tu veux nous prendre pour des cons? Ou bien tu n'as pas confiance à tous ces officiers qui sont en face de toi ici? Si j'ai confiance. Non, tu n'as pas confiance. Si tu avais confiance, tu aurais directement dit les choses telles que oui, de quoi il s'agit. J'ai été contacté par Bobo qui m'a déclaré être en contact avec Amadou et de rechercher à avoir nos amis qui pourraient se mettre en rapport avec un groupe de personnes afin de mener une action violente contre le président de la République. Monsieur le Président, je ne peux pas littéralement dire mot pour mot ce qu'il a déclaré. La plupart est porté sur support audio. À l'occasion, si cela est permis, on pourra les écouter. Alors, quand il a donné le détail que lui, il l'avait, davantage, notre conviction était maintenant assise comme quoi il y a une réalité dans ces informations. Et tout de suite, nous avons suspendu notre séance. Nous nous sommes retrouvés dans le bureau du directeur des services de renseignement de l'état-major général des forces armées. En la personne, paix à son âme, le feu commandant Debra, qui est décédé dans l'accident d'avion avec le chef d'état-major général. Dis donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous voyez l'urgence de l'affaire. Parce que Koulibaly est allé jusqu'à nous dire, en substance, qu'il a peur. Qu'il a peur pour sa propre vie. Bon, ça, je vous le dis tout de suite, les officiers de police judiciaire, gendarmes et policiers le savent. Quand vous finissez avec un malfrat, excusez-moi du terme malfrat, une mise en cause devant nous, après vous entretenez sa sympathie afin de garder l'état moral qui lui permettra toujours d'avoir confiance et de communiquer avec vous. C'est ce qu'on a fait avec lui. Donc au cours de cet entretien, il nous a dit, il s'adressait toujours au commandant Gouli. Il dit, mon commandant, j'ai peur. Il dit, il y a trop de personnes impliquées dans cette affaire. Ah bon? Il dit, oui. Mais n'aie pas peur. Si tu coopères, nous on va te protéger. Donc ainsi,
nous avons compris quand un commando, Monsieur le Président, vous dit ça, un commando de renommée, ses amis me regardent maintenant. Ils le savent. Certes, il n'est pas là aujourd'hui, mais l'impression que j'ai eue de lui, c'est un homme brave. Un homme brave. Donc quand il parle, je pèse ce qu'il dit. Il exprimait cette peur. Il dit, il y a beaucoup de personnes impliquées dans ça. Et à partir de là, nous on a pris l'affaire au sérieux. On est allé faire une réunion restreinte entre officiers, directeurs de service, pour dire, bon, automatiquement, on informe la haute autorité de l'imminence de cette action, pour disposition à prendre. Il était pratiquement 22 heures. Nous étions dans une grande salle, la salle de réunion. Pour ceux qui connaissent l'état-major général des forces armées, le siège, l'EMGA, c'était dans la salle de réunion. La grande salle de réunion, c'était le siège de notre commission. Nous sommes revenus, on lui a dit de continuer ses déclarations. Tout bon moment, il nous a donné les détails qu'il pouvait donner. Il est allé jusqu'à nous dire, allons cette nuit-là, je vais vous montrer où sont les armes et où sont les munitions. Monsieur le Président, ce lieu n'était pas complètement hermétique. Quand nous travaillions, il y a des officiers qui venaient rentrer dedans, il y a des militaires qui venaient rentrer ou qui passaient devant la porte. Et petit à petit, les gens se rendaient compte déjà qu'il y a quelque chose qui se passait. Et je ne suis pas Dieu pour savoir qu'au sein même de notre commission, s'il n'y avait pas de personnes intéressées. Parce que, Monsieur le Président, je vous le dis tout de suite, quand vous êtes dans un tel travail, vous veillez beaucoup sur ce qui se passe en face, mais n'oubliez jamais ce qui se passe sur vos flancs et dans votre dos. Je veux dire simplement qu'un milieu comme ça est tout le temps infiltré et il y a des possibilités de fuite. Ce qui est préjudiciable à notre travail. Plus vite nous allons, mieux ça sera. Quand il nous a dit de le suivre et d'aller chercher les armes et les munitions cette nuit, nous sommes regardés entre nous, suivre un commando la nuit à Koza, dans des modules, ben, c'est pas évident. Ce qu'on peut faire, on le garde dans un lieu où il n'aura pas à communiquer avec qui que ce soit. Et quand on a appelé l'autorité, l'autorité nous a dit de l'envoyer à l'escadron mobile numéro 1, si j'ai bonne mémoire, et de faire un arrêt de rigueur. De lui imposer un arrêt de rigueur. Pour un premier temps, on avait dit de l'envoyer au poste de police du BKG, mais l'autorité a jugé nécessaire de l'envoyer dans un milieu où on pouvait s'assurer de son, voilà, de son silence, pour ne pas qu'il communique avec qui que ce soit, avant qu'une disposition soit prise pour son cas. Mais Monsieur le Président, je le signale aussi qu'avant Koulibaly, on avait identifié d'autres personnes, militaires aussi, dans cette même affaire, et qu'on a réussi à faire venir devant nous, qu'on a identifié et qu'on a écouté. Nous sommes même trompés sur certaines personnes, simplement par le nom. Je prends l'exemple du cas du lieutenant Koulibaly. Il y a un lieutenant Koulibaly, il y en a 3 au niveau de Bata, si j'ai bonne mémoire. On a fait venir un premier qui certainement s'appelle lieutenant Koulibaly, mais qui était nouvellement rentré de sa formation, je crois, du Maroc, et qui ne pouvait pas être la personne qui visitait au même moment, courant juin, le véhicule de Mme Badiar. Donc ça, c'est le procédé par élimination. Quand vous avez 3 personnes, simplement par patronyme, vous procédez par élimination. C'est comme ça les différents Koulibaly qui sont passés. Mais quand on a réussi à avoir Agibou et à réussir à parler avec Mme Badiar et identifier un certain Koulibaly qui a le véhicule, le doute n'était plus permis. Mais avant eux, le nommé Rambo, on avait réussi à l'interpeller, qui avait nié la connaissance même
Mme Badiar, nier sa connaissance. Alors que lui, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a dit. Je l'ai vu conduire le véhicule, rentrer dans la résidence de Mme Badiar, de Visus. Qui? Le lieutenant Rambo. Le lieutenant Rambo. Mohamed Komara. Mohamed Komara. Oui. Dans mes observations personnelles, je l'ai vu conduire le véhicule et rentrer dans la résidence de Mme Badiar. Donc on ne peut pas se tromper sur lui. Nous n'allons pas interpeller quelqu'un comme ça. Nous ne sommes pas des officiers de police judiciaire. L'armée est bien organisée. Quand on veut faire venir quelqu'un, on s'adresse au chef d'état-major général qui nous a mandaté de cette mission. Il saisit le chef du corps, l'unité dont relève l'élément, et il nous conduit l'intéressé. C'est ce qui a été fait. Quand il est venu, il a nié tout ça. Bon, nous nous sommes dit d'accord. Mais si tu nies, voilà ce que je vais te dire. Tel jour, tu as fait ça. Tel jour, tu étais en compagnie de telle personne. La même méthode, monsieur le président. Il était confus. Oui, je connais Mme Badiar, mais je l'ai connue quand j'étais au train. Nous, on ne te parle pas du moment où tu étais au train. On te parle de courant juin-juillet. Maintenant, là. Oui, j'ai fait un accident, nos rapports se sont interrompus, c'est après que son frère Amadou m'a contacté, que sa soeur a besoin. Bref. Tu la connais ou pas? Oui, je la connais. On tourne cette page. On vient sur la seconde page. Nous avons remarqué des choses qui se passent actuellement chez elle. Qu'est-ce que tu en sais? Non, je n'en sais rien. Bon, bref, monsieur le président, je vous épargne tous ces détails. Il a complètement nié ne rien connaître de cette opération. Nous, c'était d'abord l'identifier et reconnaître effectivement son rapport avec cette dame. Et le lien est venu, parce que l'action est a priori, mais l'analyse, c'est a posteriori. C'est dans nos filatures, nous avons compris que les véhicules ou le véhicule que nous, on l'a vu conduire au domicile de Mme Badiar fait partie de la logistique de ces opérations. Je viendrai sur cette étape, monsieur le président. En plus de lui, on avait déjà Aguibou, on avait Alpha. Et dans leur narration, on les a demandé, vous étiez avec qui? Ils ont cité des noms, dont un certain Aliou. Et excusez-moi, je me référerai certainement à mes écrits ici, mais ils ont parlé aussi d'un jeune gendarme, qui tous étaient de ce service, et qui étaient dans cette collaboration. Bon, d'accord. S'il en est ainsi, vous allez me dire où sont les autres. Mais malheureusement, nous avons réussi à identifier ces personnes après l'action. Mais le plus important, dans leur déclaration, nous avons compris que ces personnes citées n'avaient pas un rôle déterminant, en tout cas dans les actes préparatoires. Ce que je vous dis, si j'arrive à une certaine conclusion anticipée, c'est parce que, a posteriori, les actions ont eu lieu et j'ai vu le rapport entre les éléments d'information que j'avais à l'époque et les éléments qui sont apparus au cours de l'opération. Monsieur le Président, donc le commandant, le lieutenant Rambo a été aussi écouté pour les mêmes raisons. Et lui aussi, quand il a voulu nier, on a fait la même méthode parce qu'il était suivi. Donc on lui a fait comprendre ce que nous avons comme élément d'information. Et on lui a fait comprendre sa responsabilité en tant qu'officier. Il a dit ce qu'il a voulu dire. Dès lors qu'il y avait un lien, lui aussi, il a fait objet de mesures d'arrêt de rigueur. Pour la simple raison que nous n'avions pas tous les éléments encore, notamment le nommé Bobo, le nommé Amadou, tous lieutenants, et on a mis leur commandant de compagnie en demeure de les conduire à notre commission. Monsieur le Président, pendant plus de 72 heures, ces personnes-là ont été recherchées par leur commandant de compagnie. Impossible de les trouver. Je crois même le commandant de compagnie de Bobo ou de Amadou a fait objet même
de mesures par le commandement. Si tu ne le fais pas venir, et toi, on t'amènera à sa place. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à le trouver. Parce que je crois qu'il était détaché pour une compagnie qui devrait travailler à l'Abbé. Et là, il n'était pas, il avait bénéficié d'une permission pour Conakry, on ne le trouvait pas à Conakry. Bien. Donc, si je dis ça, Monsieur le Président, c'est pour essayer de camper comment on est parvenu à être au courant de toute cette affaire. Dès lors, nous avons dressé un rapport que nous avons adressé à l'autorité qui nous a commis à la tâche. Voilà. Et le rapport a été lu devant la haute autorité qui était mieux indiquée par le général Kéléfa Diallo. Voilà, bon, on va vous interrompre à ce niveau. Il est déjà 16h passé de 30 minutes. Nous allons reprendre demain avec vous et à 9h30. Vous comprenez? Oui, Monsieur le Président, et je vous remercie. Voilà, l'audience est suspendue pour être reprise demain à 9h30. L'audience de la Cour d'assises est reprise, veuillez vous asseoir. Nous allons continuer nos travaux avec l'audition du témoin, commissaire Fabou Kamara. Voilà. Je vais introduire le témoin.
Commissaire Fabo Kamara. Voilà, prenez le micro et si vous voulez vous asseoir, il y a la chaise pour vous. Si vous préférez être debout, à votre aise, hein, soyez à votre aise. J'ai dit soyez à l'aise. Hein. Oui, merci Monsieur le Président. Voilà, on était avec vous la dernière fois. Et vous aviez commencé la déposition, vous n'avez pas terminé. Et maintenant, si vous pouvez reprendre rapidement pour que tout le monde soit encore remis à l'ordre. Bien, merci. Bonjour. Bonjour. Bon, je suis un peu... Sinon, vous étiez au niveau de... Voilà. Hein? Oui, je voulais un rappel. Vous avez parlé du lieutenant Koulibaly qui a indiqué l'emplacement des armes. Voilà, on était à ce niveau à peu près. Bien, merci Monsieur le Président. Effectivement, dans ma narration, j'avais parlé qu'à la fin de l'interrogatoire du lieutenant Koulibaly, il avait proposé de nous conduire au lieu de cache d'armes et de munitions qu'il connaît. Alors, nous nous sommes concertés rapidement, les membres de la commission qui étaient présents, et nous avons jugé juste de ne pas le suivre la nuit dans les secteurs qu'il avait indiqués, notamment dans le secteur de Koza vers Demoudoula. Et aussi pour des raisons pratiques, parce que tout ça, il faut se placer dans le contexte de nos travaux. Nous avons donc dit de ne pas aller la nuit. On va dresser le rapport de cette journée, informer l'autorité et prendre des dispositions qui s'imposent. C'est ainsi que nous avons donné des instructions que le lieutenant Koulibaly soit conduit dans un escadron où il allait rester. Ensuite, nous avons informé l'autorité de la situation, c'est-à-dire à savoir qu'il n'y a plus de doute, les faits sont tels qu'il faut cette fois-ci prendre des décisions. Donc c'était ça l'objet de notre commission. Le résultat final. Est-ce qu'au fur et à mesure vous pouvez nous placer dans le temps, c'est-à-dire en nous indiquant les dates? Bien. Oui. Monsieur le procureur, je peux bien le faire. J'ai la documentation qui est là pour ça. Les dates, même les heures, tout a été noté. Oui, s'il te plaît.
Monsieur le Président. Vous pouvez continuer. Donc, en ce qui concerne les différentes auditions, les activités ont commencé précisément le 11 juillet. Oui, 2011. Alors, le 11 juillet, la commission a été constituée et comme je vous ai dit, le même jour, le lieutenant Mori était présenté devant notre commission. À travers lui, nous avons appris que 4 pick-up ont été loués. Et que ces pick-up ont été loués par le nommé Almami Agibou et Alpha Diallo. Cela se trouve dans le document numéro 1 que nous avons transmis à la commission d'enquête judiciaire. Je ne sais pas si les pièces sont versées dans le dossier. Et la durée de ces locations partait du 1er avril au 14 juillet 2011. Le 4e véhicule a été loué à un certain colonel Mouramani. Mais ce véhicule est tombé en panne. Par contre, tous ces véhicules ont été identifiés et ils étaient situés dans le quartier Petit Simbaya. Je crois, Monsieur le Président, ce qui est mentionné dans ce rapport, c'est ce que j'ai relaté ici. En ce qui concerne votre demande sur la précision des dates, je voulais que cela, je puisse le faire en fonction peut-être des questionnaires que vous... Parce que comme ça, je peux... Vous pouvez continuer. Voilà, voilà. Ceci dit, Monsieur le Président, dans cette affaire, je vous ai relaté ici ce que j'ai constaté par moi-même avant la constitution de la commission, les actions que nous avons menées au sein de la commission, et Monsieur le Président, aussi tous les actes que nous avons posés. Au-delà, le jour des opérations, c'est-à-dire le jour où la résidence du président de la République a fait l'objet de l'attaque, là aussi, Monsieur le Président, nous étions en activité. Et je parle cette fois-ci de mon service, en plus de la commission. À cette étape, si ma mémoire m'est fidèle, dès que les premiers coups de feu ont retenti, j'étais dans le secteur de Ratoma. C'est mon quartier. J'avais fini ma ronde. C'était pour constater est-ce que effectivement, conformément à ce qui a été dit à la réunion dans la matinée, parce que nous avons fait le compte rendu final le 18. Le 18 juillet, nous avons fait le compte rendu final des travaux de notre commission. Et nous avons été invités à une réunion, c'était le lundi, si j'ai bonne souvenance, au ministère de la Défense nationale. C'est à cette réunion, nous avons déposé notre rapport sous l'autorité du chef d'état-major général, le feu général Kelfa Diallo. Il était présent à cette réunion et nous avons fait, sur invitation du ministre de la Défense, nous avons fait lecture de notre rapport. Monsieur le Président, après lecture du rapport et les
commentaires qui ont suivi, le ministre de la Défense a tout de suite donné des instructions et à la hiérarchie militaire et à notre commission. À notre commission, en ce qui me concerne, était chargée de veiller cette fois-ci de façon stricte sur les personnes qui sont citées dans l'affaire. Parce que, Monsieur le Président, nous ne pouvions pas procéder à des arrestations comme ça. Certes, on avait l'autorité nécessaire pour le faire. Mais je dis toujours qu'on se place dans le contexte. Sur la base des simples renseignements, bien que vérifiés, et des acteurs cités, certains qui ont été interpellés ont corroboré les éléments d'information contenus dans ces renseignements. Mais en ce qui concerne les personnalités dont j'ai qualifié de spéciales, nous ne pouvions pas procéder à des interpellations. Pour le simple souci, ça n'engage que moi et je suis responsable dans ce cadre. Je suis directeur des services spéciaux. Alors, c'était pour éviter l'esprit de complotite, pour le dire. Monsieur le Président, le jour où j'ai pris service, il y a des témoins pour ça, parce que des journalistes étaient présents, j'ai pris un engagement personnel. Tant que je serai là à animer ce service, autant que se peut, je m'appliquerai pour qu'aucune fois nous puissions tomber dans les machinations et les manigances pour accuser des gens de ce qui n'est pas. Je me suis appliqué, Monsieur le Président, dans ce cadre-là, sous d'autres cieux et en d'autres temps, on aurait procédé à l'interpellation de tout ce qui était cité dans cette affaire. Je reviens alors pour dire, Monsieur le Président, que le ministre de la Défense en personne nous a instruit ceci. Vous veillez sur telle personne et telle personne. Qu'il ne vous échappe pour rien, parce que nous, on a pris une marge de 1 semaine à partir des déclarations de Agibou sur les modalités de cette action. Des dires de Agibou, l'opération, selon lui, et en nous relatant les déclarations de Madame Badjar, des dires de Agibou, nous relatant ce qu'il a entendu de Madame Badjar, les opérations devraient se passer dans la semaine du 18 au 25 juillet. Dans le souci d'essayer de circonscrire ce point qui est très essentiel dans nos investigations, nous avons insisté auprès d'Agibou. On a même joué, je ne sais pas un jeu, Monsieur le Président, mais nous parlons ainsi, nous avons prêché le faux pour avoir le vrai. On a dit à Agibou, non, mais c'est pas possible. Quelqu'un nous a dit que dès qu'on commence à interpeller les gens, dans les 72 heures, ils vont déclencher les opérations. Et dit, Madame nous a dit que l'opération se passera à telle date. Bien, nous avons mentionné ça dans la semaine du 18. C'est nous qui avons pris la marge du 18 au 25. Déjà, il parlait du 18 juillet. Si ma mémoire est bonne. Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, je signale à la Cour que tout cela a fait l'objet d'enregistrements sonores. Et le support, il est disponible. L'audition de Agibou. Quand cela a été dit au ministre de la Défense, donc il a demandé à ce que nous suivons les personnalités
qui sont cités dans cette affaire pour savoir est-ce qu'ils ont des activités qui pourraient être liées à ce qui est dit ou autre chose. Dans mon engagement personnel, Monsieur le Président, j'étais favorable à cela. Nous avons mis des dispositifs conséquents. Je vous signale ici que les intéressés reconnaissent ou pas. Monsieur le Président, ce que j'ai constaté, c'est ce que je vous dis ici. Ce qui m'a été rapporté, je vous le dirai au conditionnel. Nous avons constaté effectivement des mouvements de ces personnes, ne serait-ce que dans cette journée du 18. La seule personne qui était suivie à distance, c'est Mme Badiar, qui n'était plus à Conakry, mais de là où il était, nous savions ce qu'elle faisait et où elle se trouvait. Parce que là aussi, on a reçu l'instruction de voir dans la mesure du possible comment nous pourrions la suivre. C'est ainsi que, après cette journée, j'ai fait ma ronde jusqu'à 2 heures passées. Aux environs de 2 heures du matin, je suis venu, j'ai mis un PC, c'est-à-dire un point où je procède au contrôle des différentes équipes, c'est à Ratoma. Donc je suis venu à ce point. J'ai fait une dernière prise de contact et l'élément qui était chargé de veiller sur les différents mouvements m'a contacté aux environs de 3h, 3h30. Je n'ai pas la précision, mais j'ai demandé à ce que les relevés téléphoniques soient produites au niveau des opérateurs téléphoniques. Parce qu'à ce niveau, Monsieur le Président, avec la nouvelle technologie, on a la possibilité de savoir pas mal d'éléments d'enquête. Le temps de l'appel, la date, même le lieu approximatif où l'appel a été passé. Ceci pour ma mémoire, mais aussi pour cette affaire. Malheureusement, ça fait 3 mois que j'ai fait cette demande officielle. Nous n'avons pas reçu les relevés des appels téléphoniques. Donc je ne peux pas être très précis là-dessus. Mais je sais que c'est aux environs de 3 heures, après ma ronde, que j'ai été appelé pour dire, directeur, je crois qu'il y a des coups de feu vers quitter centre émetteur. Parce que l'intéressé n'était pas à ce niveau. Je lui ai dit, bon, toute activité cessante va vers là-bas. Tu me rapportes la réalité des faits. Dans sa progression, il n'est pas arrivé là, il a pris ses contacts, notamment on a un élément installé au niveau de 7-Eleven, c'est un lieu qui est très proche de la résidence du président de la République, et lui et moi nous avons tous cherché son contact, qui nous a précisé, oui effectivement, que c'est le domicile du président qui est attaqué. Là, Monsieur le Président, tout de suite, j'ai essayé d'informer les autorités dont j'ai charge d'informer en cas d'urgence. Je n'ai pas réussi. Alors, je n'ai pas réussi à joindre certains d'entre eux. Sans désemparer, j'ai essayé d'activer mes hommes pour suivre les événements. C'est au cours de ce déploiement que nous avons constaté le mouvement de 2 pick-up. Les 2 pick-up étaient déjà connus dans nos filatures et liés à cette affaire. Dès qu'il m'a été rapporté que les pick-up sont en mouvement et qu'ils progressent vers un lieu donné, nous étions à un moment où les rues sont désertes. Et quand il en est ainsi,
la filature mobile devient un peu difficile. Vous procédez cette fois-ci par référence. Vous avez des personnes à chaque niveau. Pour être court, on a appris que les véhicules se sont dirigés vers la ville, Kaloum. Et quand nous avons eu cette certitude, toujours j'ai cherché à me référer, à porter l'information à la connaissance de ma hiérarchie. J'ai pu joindre mon chef de département, qui au même moment était en compagnie du coordinateur de notre commission. Monsieur le Président, avec votre permission, vous accepterez que certains noms ne soient pas dits par moi ici. Tous ceux qui ne sont pas directement liés à l'affaire ou qui n'ont pas directement travaillé dans la commission, je m'abstiendrai de dire leur nom. Par contre, j'ai pu joindre par l'entremise de mon chef de département le coordinateur de la commission d'enquête au niveau du camp Samori, à la personne du général Baldé. Alors, quand je l'ai joint, je l'ai dit, mon général, nous avons réussi à filer 2 véhicules qui sont rendus à Kaloum. Nous ne savons pas exactement où ils se trouvent, mais moi je progresse vers le centre-ville. Ils m'ont demandé de passer voir au domicile de Monsieur le Président à Mafanko pour voir si les dispositifs de sécurité sont pris à ce niveau. Ça, c'était sur instruction de mon chef de département. Je suis allé, j'ai fait des prises de contact à ce niveau, j'ai vu que les hommes étaient bien déployés et que la famille était sereine. J'ai essayé de mettre la famille en contact avec le colonel. Ils ont communiqué, ils ont été rassurés que le président se portait bien. Après cette mission, je me suis rendu à Kaloum. Étant là, pour ceux qui connaissent très bien Kaloum, il y a des points, quand vous vous positionnez là, aucun véhicule, si c'est la nuit et que ça a des heures indues, dans des circonstances que je vous dis maintenant, aucun véhicule ne rentre ou ne sort du centre-ville, ce que les Kaloumka appellent Takui. Takui commence à partir de Nyangama pour aller jusqu'au port. Je suis venu me positionner précisément au niveau des rails, juste à côté de la mosquée de Corinthi, mais pas en bas. Si vous voyez là où les femmes vendent le lait à Corinthi, là où il y a les rails, il y a une petite mosquée avant d'arriver à la station de Kansamori. Non loin de la station, qui est la station Total. Station Total. Oui. Mais juste après la petite mosquée, au niveau des rails. Oui, il y a le logement du maire de Kaloum, l'ancien maire de Kaloum. Exactement, Monsieur le Président de la République. Oui. Monsieur le Président de la Cour. Voilà. À ce niveau, c'était pour avoir une vue sur la corniche. Vous êtes là, vous pouvez voir jusqu'au niveau de la corniche, la route qui va vers Petit Bateau. De là, vous voyez jusqu'à la corniche, la rue qui passe devant le Kansamori. Et de là, vous voyez la route du Niger. Donc, tous les véhicules qui sont en mouvement, vous pouvez voir. De là aussi, vous pouvez voir la route qui va vers la corniche de Ignasdine. Nous sommes restés là un petit moment. De temps en temps, on faisait le tour de Kansamori pour voir quels sont les mouvements qui s'y passent. Monsieur le Président, je suis resté là, j'ai vu des phares au lointain.
au niveau, je pensais ainsi, que c'était au niveau du Grand Hôtel Casino, au niveau de la cité Chemin de Fer. Quand ça a attiré mon attention, donc j'ai prêté attention, tout en veillant sur les autres véhicules en mouvement. D'un coup, il y a un des véhicules qui a pris un départ précipité. Il est descendu vers la route qui va vers le gouvernorat. Je ne pouvais pas faire de filature. Je me suis déplacé, j'ai fait un mouvement du long des rails. Je suis sorti de Corentine, je suis venu au niveau de la pharmacie qui est juste avant d'arriver à la grande station Total. Il y a une pharmacie qui est là, dans la rue continue vers la rentrée de Kansamori. C'est là, le même véhicule est venu, il est sorti de toute vitesse de là. J'ai identifié formellement le véhicule qui est la Nissan double cabine de couleur bleue, dont le numéro est là. RC 3544L. RC 3544L. Le véhicule là était identifié. Pour une première fois, ce véhicule portait une plaque d'immatriculation étrangère. Comme quand les véhicules arrivent de l'étranger. Quand nous l'avons vu pour la première fois au domicile de Madame Badjar. Et quand la plaque a été portée, le véhicule a toujours été observé au domicile de Madame Badjar et parfois utilisé par Madame Badjar. Plus de 2 fois, quoi qu'il en soit. Donc quand j'ai vu le véhicule, j'ai encore câblé le colonel qui m'a mis en rapport avec le général Baldé. Il dit, mon général, le véhicule qui nous avait échappé dans la filature, j'ai dit, je viens de le voir. Ça doit probablement être un des véhicules qui sont rentrés à Kaloum. Il dit, vous pouvez les suivre? Je dis, je ne peux pas les suivre. Ils sont sur une ligne droite. Et comme il y avait une personne qui était arrêtée dans le côté carrosserie, et il tenait la barre de fer chromé qui est là, avec un bras, donc l'autre bras était pendant. Dans ma pensée, je me suis dit, je ne peux pas suivre un tel véhicule. Si ça se trouve que c'est un élément armé, et que je le suive, il peut tirer sur moi. J'ai dit au général que non, le véhicule se dirige vers le palais du peuple. Par la lumière de son feu rouge, il n'est pas très loin du palais du peuple au moment où je vous parle. Peut-être, je ne sais pas, les instructions ont dû être données et le petit matin, le véhicule a été retrouvé aux environs de Koléa. Aux environs de Koléa, les enquêteurs... la commission d'enquête judiciaire vous donnera plus de précisions parce que ce jour, ce sont, en tout cas c'est les militaires et les gendarmes qui ont conduit ces véhicules au siège de notre commission avec le matériel de guerre qui était dedans. Mais on nous a rapporté que ça a été vu aux environs de Koléa. Ceci dit, Monsieur le Président, le second véhicule, nous ne savions pas où c'était. Mais dès lors qu'on a vu un véhicule sortir de la zone de Corentine, par curiosité, nous avons fait une petite ronde. Et mon élément qui est au niveau de cet hôtel, je l'ai activé. Je lui ai demandé de progresser vers... D'abord, j'ai pensé que c'était au niveau de son hôtel, mais je lui ai demandé de progresser dans les environs pour savoir est-ce qu'il y a un véhicule là. Effectivement, il est allé, il a trouvé qu'il y a un véhicule, mais il a trouvé qu'il y a un mouvement auprès du véhicule. Donc, il est resté à l'observation. De son dire, qui a été certainement corroboré au cours de vos débats ici, il a observé
une personne probablement blessée sortir du véhicule. Mais je crois qu'il avait de la compagnie. Il y avait une ou deux personnes autres. Et que la personne sortie du véhicule avec difficulté a passé des appels. Donc a utilisé son téléphone. Une ou deux fois. Ensuite, des gens sont venus vers lui. Quelques instants après, il y a un taxi qui est arrivé. Il a quitté les lieux. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que cela m'a été rapporté, mais par un de mes agents. Bien avant, il a pris soin d'ouvrir son téléphone, enlever la puce dedans et jeter la puce. Notre élément a récupéré la puce. La puce de téléphone, la carte de téléphone. L'intéressé a ouvert son téléphone, il a enlevé la carte téléphonique, il l'a jetée. Vous avez récupéré cette puce-là? Notre élément a récupéré la puce. Ensuite, il a essayé de faire l'enquête de voisinage, savoir qui était et de quoi il s'agissait. Parce qu'il était déjà rassuré après le départ de l'intéressé avec les gens qui étaient en mouvement à côté. Il y avait des impacts, il y avait des armes dans le véhicule et chacun partait de son commentaire. Il nous a rapporté qu'il s'agissait du commandant AOB. Et quand ça nous a été dit, et la personne est citée dans notre investigation, je précise que l'intéressé n'est pas membre de la commission. Lui, il a un poste fixe. Parce que c'est un grand hôtel, parce que c'est un milieu où les gens rentrent sans être identifiés. L'État a la charge de veiller sur les personnes qui fréquentent les grands établissements. Lui, il a un poste fixe. Donc, il ne savait pas l'objet de la mission. Il n'était pas non plus au courant de l'activité. Quand il m'a parlé du commandant AOB et qu'il ne connaît pas les autres, c'est ce qu'il m'a dit. Les autres qui étaient là, je ne les connais pas. Mais on m'a fait comprendre que c'est le commandant AOB. Je dis, intéresse-toi à la personne qui t'a dit que c'est le commandant AOB. Monsieur le Président, il a réussi à identifier la personne qui lui a dit ça. Parce qu'il s'agit de la personne qui a reçu de l'argent pour aller chercher le taxi. De mes informations, il s'agit d'une personne qui est déjà décédée. Peut-être que quand on mènera l'enquête sur les lieux, on le saura davantage. Il se nomme Chimie. C'est son nom-là que nous connaissons. Chimie. Tout le monde l'appelle Chimie. 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 Comme la matière chimie. Comme professeur de chimie. Oui. En fait, c'était un enseignant qui enseignait la chimie et son nom connu est Chimie. Chimie. Il habite juste où? En tout cas, il habitait dans le barrage immédiat de Coronti. Que c'est lui qui a dit, ah, c'est lui grand, je le connais. C'est grand AOB. Donc, notre élément est resté, il a essayé de tirer le maximum d'informations qu'il pouvait avoir. À Guinée Nangeleri. En arrêt, Aimé Bourretoum, son nom. Donc, à partir de là, certainement, c'est lui qui est blessé, c'est lui qui est parti à l'hôpital. Nous avons communiqué l'information, les recherches ont été menées et j'ai été appelé pour dire que le commandant AOB est conduit à l'hôpital militaire du Békigé. Je me suis rendu, je l'ai trouvé sur la table et j'ai communiqué l'information à qui de droit. Donc, monsieur le Président, quand nous sommes allés pour identifier le véhicule sur place, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit de la Mitsubishi
La Mitsubishi L200 avec la plaque d'immatriculation RC 9576 T. Mitsubishi L200 RC 9576 T. Comme Tango. B. Tango. T. T. Tango. Oui. 95 76 9576 T. T. Tango. Oui. De couleur verte avec pharma gris au bas. Donc nous avons essayé de se poster là et entre-temps le colonel qui est le commandant de la garde présidentielle, notamment le colonel Pili, est arrivé au niveau du gouvernorat. Parce que quand on a donné l'indication, la référence, il fallait rentrer à partir de la corniche du gouvernorat pour venir vers la sûreté. Et nous sommes allés à sa rencontre. Nous avons dit, mon colonel, en fait, les véhicules, c'est derrière la sûreté. Ensemble, nous avons progressé, on est venu leur montrer le véhicule. Les lieux ont été sécurisés, le véhicule a été identifié. Quelques instants après, je pense que le bureau des investigations judiciaires de la gendarmerie aussi est arrivé sur les lieux. Et quand tout ceci sont arrivés sur les lieux, pour mon cas personnel, donc pour le cas de la commission, j'ai fait les prises de vue et j'ai essayé de me référer à l'autorité. J'ai quitté les lieux. Je suis revenu au siège de la commission et nous avons commencé à travailler sur les événements. Entre-temps, on a conduit un troisième véhicule, une Mitsubishi L200, sans plaque d'immatriculation, mais même modèle et même couleur. Donc ça faisait déjà 3 véhicules réunis. Monsieur le Président, tous ces 3 véhicules étaient connus de nos services et ont fait objet de filature. Sur les 3, les 2 ont disparu de notre filature, disons plus d'une semaine en tout cas avant les actions. Donc nous avons travaillé sur ça, on a essayé au mieux de ressortir toutes nos fiches pendant la filature, les dates, les heures, les lieux où les véhicules ont été observés. Il n'y avait pas de doute, il s'agit bel et bien de ces véhicules. Donc, quand j'arrive à ce niveau, Monsieur le Président, je dirais que c'est ce que j'ai suivi avant, pendant et après les événements du 18 au 19 juillet 2011. Je vous remercie. Comment on se quitte pour le compte de cette émission J de Justice, Information, Droit. Comme annoncé à l'entame de cette émission, la Cour d'assises de Conakry a bouclé l'audition des accusés dans ce dossier attentat au domicile du président de la République, le professeur Alpha Condé. Ils sont quelques 32 qui ont apporté leur déposition au cas par cas. La Cour a tenté d'élucider leur participation ou non à ce dossier attentat au domicile du président de la République. Aujourd'hui, place est aux témoins. Il était revenu en tout premier lieu à l'adjudant-chef Fodé Abbas Souma d'apporter son témoignage dans ce dossier, suivi du lieutenant Moussa Donzo de la garde présidentielle et du commandant Mouri Kourouma, aide de camp du professeur Alpha Condé. Actuellement à la barre, le commissaire Fabou Kamara. Le commissaire Fabou Kamara appartient aux services spéciaux de la présidence de la République. Il est membre de la commission d'enquête qui a été mise en place dès les premières heures des investigations dans ce dossier. Il dit détenir des images mais aussi des sons qui pouvaient confondre certains accusés dans ce dossier attentat au domicile du président de la République. La défense s'oppose systématiquement, estimant, mesdames et messieurs, que ces sons et images ont été pris dans un camp militaire et n'ont aucune valeur juridique. À l'opposé, la partie civile et le ministère public estiment que la Cour devrait user de tous ses moyens, de son impérium, pour asseoir sa conviction. C'était là le schéma de cette émission J de Justice, Information, Droit. Vous a été proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci d'avoir pratiqué le
réseau synchronisé radio et télévision guinéenne.